enregistrement et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Valérie qui est. Elle travaille avec moi au cabinet et elle est hypnothérapeute, ostéopathe et elle va nous expliquer ce que c'est la psychosomatique. Alors, je passe en affichage intervenant et je nous mets tout sur mute. Et Valérie, tu as la parole. D'accord. C'est bon? Oui, tu peux Ok. y aller. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la psychosomatique clinique. Dans un premier temps, en fait, je vais bien vous expliquer qu'est-ce que c'est la psychosomatique. Dans psychosomatique, on entend psycho, soma et clinique. Le soma, en fait, ça va vraiment être l'aspect corporel. Le soma, c'est le corps, en fait. En psychosomatique, on va faire les liens entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe au niveau de notre esprit, de notre tête et de notre psychisme. Et pour cela, en fait, on va rechercher quels sont les ressentis, les émotions qui passent de l'un à l'autre. Et on va aussi se baser sur ce qu'on appelle en fait la physiopathologie, la clinique en fait, de quels sont les symptômes que présente le patient. En fait, on vit tous avec un certain stress. Normalement, dans notre journée, ce stress varie, il fluctue en fait au cours de la journée. Et ce stress est très bien géré par tout le système neurovégétatif. Sauf quand il va dépasser ce qu'on appelle la limite supérieure tolérable. Quand il dépasse cette limite, en fait, c'est là que le corps va mettre en place tout un système de programmes pour nous donner du temps pour trouver une solution à ce stress. C'est ce qu'on appelle en fait les maladies ou les troubles du comportement. À ce moment-là, en fait, le corps va va nous permettre en fait de nous arrêter pour trouver une solution à ce problème-là. Alors bien sûr, en psychosomatique, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est qu'on travaille de concert avec la médecine. On n'est pas en opposition, on est vraiment dans une démarche où en fait le patient va suivre tout ce qui est médical avec son médecin et toute l'équipe médicale qu'il y a autour. Et en parallèle, en fait, on travaillera sur l'aspect psychique. Parce que dans chaque maladie, en fait, vous avez plusieurs causes. Bon, il y en a toujours en général une ou deux qui sont plus importantes, mais dans les causes qui peuvent être par exemple une cause génétique, une cause métabolique, une cause psychique, une cause énergétique. En tout cas, il y en a des dizaines et des dizaines. Le principe de la psychosomatique, c'est vraiment de prendre l'aspect psychique et de travailler sur cet aspect-là. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les liens entre le corps et l'esprit? Pour ça, en fait, on va prendre la physiopathologie de la maladie et on va étudier en fait les tissus qui sont concernés. Alors, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire le Covid-19 à quoi ça correspond en fait le coronavirus? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas le mécanisme physiopathologique de la maladie, il n'est pas encore très très bien connu. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, et du coup, je vais partir un petit peu sur ces hypothèses-là, sachant que de toute façon, on n'est pas dans quelque chose de fermé définitif. Les choses évoluent de jour en jour, de semaine en semaine. On va prendre en fait quelques tissus qui sont concernés par la maladie, et on va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ces tissus-là. Le premier tissu en fait qui est concerné et dont tout le monde entend parler, c'est les poumons. Au niveau des poumons, en fait, il y a deux types de tissus. Il y a les bronches et les alvéoles. Les bronches, c'est plutôt ce qui va toucher quand il y a de la toux. Dans ces cas-là, on est plutôt dans des conflits de territoire. Alors, un conflit de territoire, c'est quoi? Le conflit peut être soit réel, soit symbolique, soit imaginaire. Pour prendre un exemple de conflit réel, au niveau du conflit de territoire, on est tous confinés, puis vous imaginez, vous avez deux enfants en bas âge à la maison, et puis vous avez une voiture bleue et une voiture rouge. Les deux enfants veulent la voiture bleue, parce que c'est ma voiture, c'est à moi. Et donc en fait, ils vont se bagarrer pour cette voiture. Ils sont dans un conflit de territoire par rapport à la voiture. D'accord? Quand on parle par exemple de conflit de territoire symbolique, notre amoureux ou notre amoureuse, c'est notre territoire affectif à nous. Si quelqu'un d'autre venait apporter son dévolu sur notre territoire affectif, on est dans un conflit de territoire. D'où la jalousie et tout ça. Donc l'autre tissu en fait, qui va être concerné et qui est vraiment principalement concerné dans le Covid-19, c'est les alvéoles. Les alvéoles, c'est en lien avec la respiration et les échanges gazeux. Tout ça, ça signifie quoi au niveau des ressentis?
C'est un tissu qui va somatiser à partir du moment où on va dans des conflits de peur de mourir, de peur de sensation d'asphyxie, d'oppression, de problématiques d'existence ou d'inexistence, une problématique par rapport à l'espace vital, mais aussi les échanges avec autrui et donc en fait la communication. Pour vous donner un exemple en fait au niveau de la communication réelle, comme là en fait tout le monde est confiné, on sait tous que les disputes en fait elles ont tendance à être un petit peu majorées. Hein. Déjà notre espace vital il est restreint. On n'a pas de possibilité d'aller chercher un territoire, un espace un petit peu à l'extérieur. On se retrouve tous quand même confinés la plupart du temps dans la journée et tous ensemble. On essaie de se créer des zones en fait où chacun a son petit espace, etc. Mais en tout cas, il y a une problématique d'espace là. Du coup, les disputes sont plus fréquentes. Et en même temps, si vous avez par exemple des adolescents, vous êtes d'accord avec moi, parfois la communication elle est beaucoup plus compliquée. Tout ça, ça peut être des conflits qui, quand ils ne sont pas très importants, ne vont rien somatiser. Mais quand le conflit est très important, ça peut somatiser et peut provoquer des maladies à ce niveau-là. Au niveau de la communication symbolique, l'exemple auquel j'ai pensé, c'est vraiment le langage des fleurs. Si vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez, vous allez plutôt lui offrir un bouquet de roses rouges et pas vraiment un bouquet de pissenlit. Le langage en fait qu'on va utiliser, on sait très bien symboliquement quand on veut faire passer un message positif ou négatif, on sait comment s'y prendre. Pour vous donner un exemple au niveau de la communication imaginaire, j'ai pensé en fait, vous savez qu'il y a des gens quand ils perdent quelqu'un qui leur est très cher, par exemple, j'ai perdu ma grand-mère, et quand j'ai encore besoin de lui parler, je vais me mettre dans une pièce et je vais lui parler et avoir une conversation avec elle comme si elle était là. C'est dans ma tête, c'est imaginaire, c'est pas une réalité. Si ma grand-mère me manque tellement, en fait, ça peut devenir conflictuel pour moi. Dans le Covid, en fait, on a aussi, en fait, dans les dernières recherches qui ont été faites, on s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas le virus en lui-même qui tue la personne. C'est vraiment en fait la réaction inflammatoire que le corps va déclencher pour se protéger et pour éradiquer le virus, qui va en fait s'emballer et va provoquer en finalité la mort du patient si on n'arrive pas à la stopper. Quand on est dans la réaction immunitaire, en fait, on est dans des problématiques d'attaque ou de défense. C'est soit en fait je ne suis pas arrivée à me défendre suffisamment, ou j'ai été attaquée par surprise, j'ai pas vu venir, j'ai pas su me défendre. Tout ce qui est autour en finalité de l'attaque ou de la défense, dans quelque chose que j'aurais dû, que j'aurais voulu, que j'aurais pu, que je n'ai pas fait, en tout cas dans du désir ou de l'action contrariée. Et la dernière information que j'ai trouvée, c'est qu'en finalité, le virus peut très bien être éradiqué par le corps en règle générale, sauf que parfois, en fait, le virus va se retrouver en fait, dans une bactérie intestinale. Et quand il va s'exprimer à travers cette bactérie intestinale, en fait, c'est là, en finalité, que la réaction inflammatoire va être la plus importante. Et le traitement, en fait, devrait être vraiment une antibiothérapie pour pouvoir éradiquer cette bactérie qui est dans la flore intestinale. La flore intestinale, vous êtes d'accord avec moi, c'est au niveau de l'intestin grêle, du gros intestin, c'est dans toute cette partie en fait de l'organisme. L'intestin grêle, en fait, ça correspond à toutes les problématiques d'assimilation. C'est les gens, vous savez, il y a des gens qui disent oh là là, ce truc-là, je ne l'ai vraiment pas digéré. Hein. C'est en fonction de votre vocabulaire, on va savoir si vous avez un fonctionnement plutôt digestif, plutôt visuel, plutôt sensitif. En tout cas, les personnes qui parlent plutôt dans des termes comme ça, où ça vraiment, j'ai du mal à l'encaisser, à le digérer, on va être plutôt au niveau de l'intestin grêle. Quand on est au niveau du côlon, c'est plutôt des sensations de crasse, de choses pas sympathiques, des vilainies, des choses vraiment, entre guillemets, dégueulasses. D'accord ? Alors tout ça, c'est vraiment théorique parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pu travailler avec des patients qui étaient atteints du Covid-19, même si je connais quelques personnes qui ont été contaminées. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt parce que ces personnes ont été trop lourdement atteintes pour pouvoir travailler avec elles. La chose qui me semble vraiment importante aujourd'hui, c'est la chose sur laquelle on peut encore vraiment agir en prévention, c'est ce qu'on appelle la peur anticipatoire de la sanction. C'est quoi en fait ? Aujourd'hui, en fait, quand on observe, quand on regarde les médias, il y a quand même une peur qui est véhiculée.
il faut faire très attention, il faut vous protéger, il faut faire, tout le monde peut l'avoir. Et en finalité, en fait, cette peur qui est véhiculée va avoir pour conséquence en fait de baisser notre immunité. Plus on est en fait dans une angoisse comme ça, plus en fait notre système immunitaire va être fragilisé. Et il y a un autre aspect aussi qui est très important, et là en fait c'est plutôt des principes d'hypnose, d'hypnose conversationnelle notamment, où on sait très bien que la façon dont on va aborder la chose va avoir une influence sur le résultat. Si dans votre tête, quand vous sortez de chez vous, vous savez qu'il y a une peau de banane et que vous vous dites à chaque fois « Oh là là, j'ai peur de tomber sur la peau de banane, j'ai peur de tomber sur la peau de banane, j'ai peur ou je vais tomber sur la peau de banane », à un moment donné, vous allez finir par tomber. Ça, on a tous vu en fait nos enfants quand on les promenait et qu'on leur disait « Fais attention, tu vas tomber, marche pas là-dessus, tu vas tomber, fais pas ci, tu vas tomber ». En fait, sans se rendre compte, on leur donne l'ordre de tomber. Donc, si on est dans une dynamique où on se dit « Oh là là, le virus, je vais l'attraper, je risque de l'attraper, attention, oh là là, c'est dangereux, etc. » En fait, on se programme déjà, sans s'en rendre compte, pour se fragiliser et risquer de l'attraper. Alors, je pense que vous vous souvenez tous, moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand on allait chez le médecin, la salle d'attente, elle était bondée. Il n'y avait jamais, en fait, on y allait le matin à 8h, on sortait à 11h midi, on attendait 3-4 heures notre tour, en fait, en fonction. Sauf que la personne à côté, elle avait une gastro, celle d'en face avait la grippe, vous veniez pour une bronchite, c'est celui d'en face avait une angine. Quand vous ressortiez de chez le médecin, vous n'avez pas pris tous les virus. Hein. Et pourtant, on était quand même côte à côte. Alors certes, le virus, le Covid-19, il se propage facilement, mais la gastro aussi. Hein. Donc le plus important, je pense aussi, c'est que il faut vraiment se dire que on a toutes les capacités en soi pour pouvoir guérir. Et se positionner dans cet esprit-là, ça nous aide vraiment aussi à soit à guérir quand on est malade, soit à éviter de tomber malade. Il y a autre chose en fait que je voulais aborder avec vous, c'est l'aspect un petit peu plus humanitaire. C'est-à-dire que là, on a vraiment parlé de l'individu. Si on regarde un petit peu l'impact du Covid finalement à l'échelle mondiale, je trouve que il y a deux choses qui sortent. La première, c'est que soit effectivement tous les malades sont atteints en fait, ont le même type de conflit, et en fait, c'est parce que ces conflits-là parlent à beaucoup de gens, ce qui me semble quand même un petit peu fort possible. C'est vrai que quand on regarde dans le monde, des problématiques d'espace vital, il y en a, des problématiques de communication, il y en a. Il y a plein de choses qui peuvent se retrouver. Mais d'un autre côté, à l'échelle mondiale, il y a aussi ce type de problématique. Si on regarde les échanges entre les nations, ce n'est pas toujours simple. La communication, on voit bien, avec tout ce qui se passe sur Internet, on entend la Chine n'a pas bien communiqué sur le virus, etc. En fait, on entend plein de choses. Et je trouve que il y a cette problématique, finalement, elle est peut-être pas que individuelle. Il y a un autre aspect aussi, c'est que finalement, qu'est-ce qui nous apporte ce virus? Parce que chaque maladie est là pour nous apporter quelque chose aussi, pour nous faire comprendre quelque chose. Et si ça ne nous permettait pas finalement cet arrêt dans le temps, ce ralentissement économique, si ça ne nous permettait pas de revenir à des valeurs bien plus profondes, bien plus importantes finalement pour l'être humain? Il y a notamment au niveau de l'écologie, où finalement on s'est rendu compte que en quelques semaines, on a pu faire des retours en arrière alors que les messages qui nous étaient envoyés par les médias, par les scientifiques, ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les Chinois, ça fait des années qu'ils n'avaient pas vu un ciel bleu. Alors là, ils sont arrivés à voir le ciel tel que nous on le voit. Je pense que tout ça, c'est sans doute très important pour nous faire réfléchir. Alors pour conclure, en fait, j'aimerais vous donner 3 phrases. Ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de Salomon Selam, mais je les ai trouvées vraiment très intéressantes. Il dit en fait, si tu ne peux pas sortir de chez toi en ce moment, profites-en pour aller à l'intérieur de toi, à la recherche de tes fondamentaux individuels, familiaux et collectifs. Que veux-tu pour toi aujourd'hui? Pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants? Si ce n'est pas aujourd'hui, quand? Je vous remercie pour votre attention.
Waouh! Waouh! Merci.